Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une de cette édition, le Burkina Faso, qui sera le prochain président. Pour le savoir, il faudra encore attendre. La proclamation des résultats est prévue pour minuit, heure locale. C'est une page qui se tourne pour le pays qui est resté sous le régime de Blaise Compaoré durant 27 ans. Jacob Zuma, Uhuru Kenyatta, Alassane Ouattara, Paul Biya, en tout, ils étaient une trentaine de chefs d'État africains au Bourget. L'Afrique est mobilisée pour la COP21 et elle compte bien peser dans les négociations. Cri de joie au PK5, l'enclave musulmane de la capitale centrafricaine. C'est ici que le pape François a clôturé ses tournées en Afrique avec un message de réconciliation pour le pays, une visite hautement symbolique pour des milliers de chrétiens et de musulmans. Le Burkina Faso est toujours dans l'attente des résultats du premier tour de la présidentielle, des résultats qui devraient être annoncés à minuit heure locale selon la CENI. Il continue de tomber commune par commune. Les dernières tendances avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Pauline Simonet. La commission électorale continue à donner les résultats commune par commune et pour l'instant, on connaît les résultats de près de 70% des communes du Burkina Faso. Et il y a déjà des tendances très très claires qui se dégagent. Tout d'abord, ça c'est pas une surprise, ce sont les deux principaux candidats qui sont très largement en tête, Roch Kaboré du MPP et Zéphirin Diabré de l'UPC. C'était les deux candidats principaux et pour les autres, les 12 autres candidats, eh bien, ils récoltent des chiffres très très faibles, en dessous de 3% pour les plus importants d'entre eux. Alors, autre tendance très importante, c'est que l'un des deux candidats, Roch Kaboré, le candidat du MPP, il a collaboré pendant 26 ans avec le régime de Blaise Compaoré. Il a été Premier ministre, il a également dirigé le parti de Blaise Compaoré pendant 10 ans, avant de rejoindre l'opposition, 10 mois avant l'insurrection, de rejoindre donc le camp de ceux qui étaient hostiles au changement de la Constitution par Blaise Compaoré. Donc, Roch Kaboré est très largement devant Zéphirin Diabré pour l'instant, donc sur plus de 70% de ces communes du pays. Il est au-delà même des 50%, largement au-delà des 50%, ce qui laisse penser à de nombreux observateurs qu'il pourrait même l'emporter dès le premier tour. Mais donc il faudra, comme vous le disiez, encore patienter quelques heures puisque la commission électorale annoncera les résultats provisoires autour de minuit ici au Burkina Faso, 1h donc heure de Paris. Même si on ne connaît pas encore l'identité du président, le déroulement du scrutin représente déjà un premier succès dans cette transition démocratique qui a été amorcée. Effectivement, un premier succès, une victoire pour le peuple burkinabé. On l'a beaucoup entendu depuis dimanche ici à Ouagadougou, tant dans la bouche des leaders de la transition, le Premier ministre Isaac Zida, le président de la transition Michel Kafando, mais aussi dans la bouche des observateurs de la société civile. Ils étaient nombreux, 5000 observateurs déployés par la CODEL. Eh bien, ils ont salué la bonne tenue de ce scrutin. C'est vrai qu'il y a eu quelques incidents, quelques retards dans certains bureaux de vote de Ouagadougou. Le président de la CEDI l'a lui-même reconnu, mais globalement, ce scrutin s'est très bien déroulé. D'ailleurs, à l'issue de cette journée de vote, tous les candidats ont annoncé qu'ils allaient reconnaître le verdict des urnes. Zéphirin Diabré, Roch Kaboré, les deux principaux candidats l'ont répété encore aujourd'hui. Tout s'est passé dans le calme. C'est important aussi à le signaler puisque cette élection se déroulait 2 mois et demi après le putsch manqué du mois de septembre. Et puis, il y a eu des attaques aussi récemment dans le nord du pays, à la frontière avec le Mali. Donc, c'est aussi une victoire qu'il n'y a eu aucun incident sécuritaire à signaler ici à Ouagadougou et au Burkina Faso. La COP21, l'Afrique répond présente. Elle compte bien jouer un rôle crucial dans les négociations et réussir à obtenir des financements. Le continent est le premier touché par le réchauffement climatique. Explication avec Nicolas Germain. C'est une injustice qui frappe l'Afrique. Le continent est celui qui pollue le moins, mais qui souffre le plus du réchauffement de la planète. L'Afrique n'émet que 4,55% des gaz à effet de serre dans le monde. Mais 6 des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique sont en Afrique. Lundi, le président sud-africain Jacob Zuma a affirmé que le continent attend beaucoup de la COP21. Il souhaite que les principaux pollueurs prennent leurs responsabilités et financent des projets en Afrique. Si les pays développés ne jouent pas leur rôle, alors ils donneront l'impression que le changement climatique a été causé par un petit nombre de nations privilégiées qui ne s'inquiètent pas de l'impact créé pour la majorité de la population mondiale. En Afrique, le changement climatique a des effets considérables sur l'insécurité alimentaire. L'agriculture dépend à 95% des précipitations et 2 tiers des Africains vivent de l'agriculture.
La sécheresse progresse. Le lac Tchad, par exemple, ne couvre que 10% de la superficie qu'il occupait dans les années 60. En tout, l'Afrique compte déjà plus de 8 millions de déplacés climatiques. Mais il y a des raisons de rester optimiste, car l'Afrique est le continent le mieux doté en énergie propre et renouvelable. Illustration des ravages causés par le réchauffement climatique, la montée des eaux à Grand Laou, un village de Côte d'Ivoire dont les jours sont désormais comptés. Une partie du patrimoine de cet ancien comptoir colonial a déjà disparu. Les habitants se battent pour sauver leurs terres. Reportage de nos correspondants Anna Sylvestrener et Arnaud Froger. Coincée entre la lagune et l'océan, c'est une fine bande de terre qui s'offre aux yeux des visiteurs. C'est tout ce qui reste de Grand Laou. Avant, il y avait l'hôpital, il y avait les écoles, il y avait tout ce qui regroupe l'administration. Et tout est aujourd'hui englouti, tout est sous la mer. Seul un mur témoigne aujourd'hui des luxueuses maisons qui se dressaient ici, il y a quelques années encore. Hôtel, marché, l'ancien comptoir colonial était très prisé, un petit paradis qui inéluctablement se rétrécit. Les 2/3 de Grand Laou sont désormais sous l'eau. La plupart des familles ont déménagé et seul un millier d'habitants restent ici et résistent à l'assaut des flots. Vous voyez la mer est à quelques mètres du cimetière. Ici, c'était la voie publique. Mais aujourd'hui, la mer a complètement englouti cette voie. Vous voyez, nous sommes à 2 à 3 mètres des tombes de nos ancêtres. Nous ne savons pas quand la mer va engloutir les tombes de nos parents. Un jour ou l'autre, nous serons dans le sommeil quand la mer va nous engloutir. Il y a 30 ans, cette bande de terre faisait plus de 3 km de largeur. Aujourd'hui, il reste seulement 150 mètres de sable. Ces dernières années, ici, à Grand Laou, l'avancée de la mer s'est terriblement accélérée. Le réchauffement climatique a des effets réellement palpables. Parce que lorsque nous enregistrons des vitesses d'érosion de 50 à 60 cm avant les années 80, aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer, ce sont des vitesses d'environ 1 mètre à 1,50 m que nous enregistrons. L'érosion côtière fait des ravages sur une grande partie du littoral ouest africain. Si rien n'est fait, Grand Laou pourrait bientôt disparaître. La République démocratique du Congo, au moins 24 personnes dont un casque bleu ont été tuées dimanche soir dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais dans l'est du pays. Cette malade et une infirmière auraient notamment été tuées à la machette dans un hôpital. Les affrontements entre les assaillants et l'armée congolaise ont duré toute la nuit. Sur le front politique, le bras de fer se poursuit entre l'opposition et le pouvoir. Les deux principales coalitions de l'opposition congolaise, le G7 et la Dynamique, refusent de participer au dialogue national convoqué par le président Kabila. Elles ont même appelé à de nouvelles manifestations. Chrétiens et musulmans sont frères. C'est un message de réconciliation que le pape François a adressé à la Centrafrique avant de quitter le pays. Dernière étape de sa tournée africaine, le quartier du PK5, enclave musulmane de Bangui qui a été le théâtre de massacres intercommunautaires fin 2013. Une visite hautement symbolique que notre correspondant Anthony Fouchard a suivi pour nous. Regardez. Il est à peine 5 heures ce matin. L'appel à la prière résonne dans la mosquée centrale de Bangui. Dans quelques heures, le pape doit arriver ici. Les casques bleus se déploient. Les enfants, eux, sont déjà debout et ont des choses à dire au pape François. Oui, paix, c'est bon. En voulant la paix, on va partir à tous les quartiers. Je vais partir. Oui, c'est bon. Mais on ne veut pas les tuer, quoi, faire quelque chose, pillage. Non, on ne veut pas. Le jour se lève, le dispositif de sécurité devient plus intense. Des centaines de casques bleus débarquent. Les habitants du quartier, eux, n'ont aucun doute. La visite du souverain pontife va bien se passer. Personne n'aura une mauvaise intention envers le pape. Le pape, il est venu de chez lui pour venir faire... C'est-à-dire pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas mélanger la politique et la religion. Donc, il n'y a personne pour faire quelque chose, quoi que ce soit au pape François. 7h30, ça y est, le pape est arrivé après une rapide prière avec l'imam et un discours sur la nécessaire réconciliation. Le revoilà déjà dans sa papa mobile à prendre un bain de foule au beau milieu de l'école qui fait face à la mosquée.
Il est allé dans la mosquée, il a prié. Nous avons déjà la paix. J'ai touché le pape. J'ai fait des photos avec le pape. Et le pape a déjà béni le kilomètre 5, il a déjà béni la Centrafrique. Comme à son habitude, le pape François a malmené ses services de sécurité en voulant encore et toujours rester proche des gens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. À Bangui, en tout cas, c'est mission accomplie. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.